Bonjour à tous et à toutes. Mercredi 7 juillet. Avant de commencer et avant que j'oublie surtout, je signale, parce qu'on me l'a demandé et j'ai complètement oublié de le dire, je signale en fait que j'ai décidé, dans un souci de clarté et pour pas non plus encombrer cette chaîne, de faire une chaîne parallèle avec tous les sujets économiques, avec des vidéos en anglais et en français ou dans les deux, ça dépend le temps et si c'est pas trop long. Vous trouvez le lien ici en bas dans la description ou dans les commentaires. Je vais le mettre dans les deux. En gros, vous devez taper dans YouTube Target Short Sellers, donc TSS, les initiales de chaque mot. Target Short Sellers, TSS. Mais je marquerai le lien dans la description. Alors, audio tout public aujourd'hui avec comment je dirais, l'envie de vous expliquer quelque chose qui est fondamental et qui nous concerne à nouveau tous, parce que voilà, nous sommes, quelles que soient nos convictions, nos croyances, nous sommes des êtres humains. Et c'est quelque chose, je pense, que tout le monde ne réalise pas, d'où le fait que je me dis que c'est quand même intéressant d'en parler. Alors, vous savez, beaucoup de gens, notamment parmi les gens qui ne sont pas croyants, évidemment, beaucoup de gens se posent la question, ou affirment, en ne se posant plus de questions, en gros, nous sommes des animaux, nous sommes la prolongation d'un singe, etc., etc. Euh, et donc des connexions cérébrales se sont faites qui ont fait que, etc., etc. Bon, moi je voudrais un petit peu vous aborder ce problème-là sous un autre angle, qui est observable, donc qui n'est pas du domaine du fantasme. C'est le phénomène que l'être humain, contrairement à tout le reste de la création, est une créature qui est mue. Donc, mu vient de mouvoir, donc qui est, comment on peut dire, mobilisé, qui est entraîné, qui est motivé par son imaginaire. Alors ça paraît bête, ça paraît basique, mais en fait c'est très très profond comme concept. Si vous regardez autour de vous, baladez-vous dans un champ, pour ceux qui ont la chance de pouvoir sortir des villes de temps en temps, et observez en fait des vaches, des chevaux, des animaux quoi. Qu'est-ce que vous remarquez? En fait, ce sont des créatures vivantes, hein, qui vivent, qui mangent, qui se reproduisent, qui ont des excréments, de l'urine, enfin voilà, en gros c'est des êtres vivants. Ça veut dire qu'ils ont des paramètres communs avec nous, on va dire, c'est ça que je veux dire, parce que tout est vivant. Euh, et qu'est-ce que vous remarquez? Ben, vous remarquez en fait que ces créatures fonctionnent sur la base d'instincts, de routines, de peurs, de blocages mentaux et d'éducation, ou d'encadrement par plus intelligent qu'eux, c'est-à-dire l'humain. Ben oui, parce qu'en effet, on se retrouve devant des... Si on parle de chevaux ou de vaches, on se retrouve devant des créatures qui pèsent vraiment, qui sont des boules de muscles. Je ne sais pas si vous avez déjà vu la cuisse d'une vache ou d'un cheval, mais d'un seul coup, en fait, on vole en éclats avec, je veux dire, ils sont d'une puissance phénoménale. Et bien évidemment qu'un troupeau de vaches pourrait anéantir des grilles, tout casser, s'enfuir, etc. Mais qu'est-ce qu'on remarque, et c'est ça qui est important, c'est qu'en fait les animaux, nous les êtres humains, on fait des projections humaines sur les animaux. Vous voyez, on voit un chien sous la pluie, on dit ah le pauvre, on voit un chat qui miaule, c'est-à-dire qu'on transpose nos paramètres humains sur les animaux. Alors qu'en fait c'est une énorme erreur, parce que l'animal vit dans son monde, dans sa réalité, dans son mécanisme de vie, qui n'a absolument rien à voir avec nous. Euh, les animaux, quoi qu'on en dise, et tout le monde sait que j'aime les animaux, hein, j'ai des chiens moi-même et tout, je ne vais pas le répéter 10 000 fois, mais les animaux, ce sont des animaux. C'est-à-dire que euh, si vous les traitez en humains, si vous leur transférez des paramètres d'enfants sur eux,
Au pire des cas, ça peut les déstabiliser et les rendre dépressifs, agressifs, instables. Pourquoi? Parce que les animaux sont dans une réalité qui est différente de la nôtre. Et si vous pensez bien à nous, ouvrez les livres d'histoire, regardez un petit peu autour de vous, les êtres humains, leur grand malheur ou leur grand bonheur, ça dépend, c'est le fait que notre imagination, je dis bien imagination, et, comment dirais-je, prend une place très importante dans nos choix. En gros, qu'est-ce que je veux dire par là? Ben, c'est dans tous les domaines. Ce serait trop long de les énumérer, donc il faut se limiter à quelques exemples. Par exemple, tout le domaine de l'amour, du mariage, de coups de foudre, etc., c'est de l'imagination pure. C'est-à-dire qu'on calque, on colle sur un individu dont on ne sait pas grand-chose, ou on ne sait que ce qu'il nous montre, on calque toute une série de choses qui nous font rêver, qui nous font fantasmer, qui nous font faire des folies. Combien d'hommes, enfin, ou de femmes, je veux dire, d'hommes c'est plus commun, je pense, combien d'hommes ont fait des choses extraordinaires par amour, par désir d'une femme. Une femme qui parfois n'a pas d'intérêt pour eux, ou est une sombre idiote, mais cet homme a transféré un imaginaire sur cette personne, qui a fait que. Et ça, ce modèle de fonctionnement, on peut le mettre sur tout. Je veux dire, imaginez-vous les gens qui ont accompagné en bateau Christophe Colomb. Le bateau, l'Atlantique, les tempêtes, la mort, la maladie, enfin, des choses folles. Mais qu'ils ont fait, ou qu'ils ont voulu faire, à cause de leur imaginaire. Là-bas, on va trouver des montagnes d'or, on va revenir en Espagne riche, on va pouvoir avoir, comment je veux dire, mon nom de famille va être dans la renommée, je vais acquérir des titres de amiral, capitaine, enfin, etc. Donc tout de l'imaginaire, tout de l'imaginaire. Et l'imaginaire, en fait, fait faire et dire des choses euh, incroyables. Et c'est ce qui fait qu'on est des êtres humains. Parce que justement, pourquoi ce que j'ai dit au début sur les animaux est ce qu'il est, c'est parce que ils n'ont pas d'imaginaire. Ils n'ont pas d'imaginaire. Leur fonctionnement cérébral, c'est je mange, je broute, je secoue mes oreilles quand une mouche se pose dessus, euh, j'obéis aux ordres de celui qui me fait un peu peur avec un bâton ou des coups de botte et de bride pour le cheval. Ou je sais pas, voilà, en gros, ce sont des choses très très basiques. Tu me donnes à manger, ou tu me domines, donc je t'obéis. Et moi, en fait, ma vie, c'est regarder autour de moi, manger, déféquer, dormir et me reproduire si on me stimule avec une femelle en chaleur. C'est très très basique. Et nous, voilà pourquoi je m'inscris en faux quand on dit nous ne sommes que des animaux évolués, etc. Ça, c'est en apparence. Parce que notre apparence, c'est effectivement que nous avons des yeux comme un cheval, nous avons un organe reproducteur comme un cheval, enfin, pas comme, mais vous voyez ce que je veux dire. On a le même fonctionnement de digestion, manger, etc. Mais, on a cet incroyable paramètre qui est notre cerveau. Vous voyez? C'est comme si vous prenez deux tours de PC. Dans une tour, vous pouvez avoir un vieux Windows avec un processeur d'il y a 10 ans, etc. Et puis vous pouvez mettre à côté une toute petite boîte avec toutes les choses dernier cri à l'intérieur, qui est 100 fois, 1000 fois plus puissante. Donc la question, c'est ni la taille, ni la force, ni l'apparence, ni le couvercle, ni le vernis, c'est en fait le cerveau. En gros, le processeur, si on fait le parallèle avec entre cerveau et processeur. Et donc l'être humain, malgré tous ces paramètres qui nous semblent être un peu animalesques, entre guillemets, nos ongles, notre peau, notre tripes, si on ouvre notre ventre, bon, c'est très animal tout ça. Hein. Euh, D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, euh, beaucoup de choses qu'on fait
Nous pensons que parce que ce sont des humains qui le font, ce sont des caractéristiques humaines. C'est pas toujours vrai, vous voyez. Défendre ses petits, nourrir ses petits, c'est une caractéristique animale. Pas besoin d'être un humain pour faire ça. Regardez comment une maman gnu ou éléphant défend son petit contre les lions ou les hyènes qui veulent les attaquer, etc. Donc il ne faut pas non plus croire que tout ce qu'on fait, même qui semble bien, hein, ce sont des choses, comment je vais dire, humaines. Des fois, ce sont des choses de l'ordre de l'animal. Mais la grosse différence, et je reviens sur le sujet, c'est cette histoire d'imagination. L'imagination, si vous réfléchissez bien, ça gouverne beaucoup de choses dans notre vie. Par exemple, comment je veux dire, les milliers de gens, pour pas dire millions, de gens qui souscrivent à un prêt hypothécaire pour acheter un appartement, un pavillon, etc. Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils se mettent une dette de 25 ans où ils vont devoir travailler tous les deux, parfois rénover les lieux, sans être jamais sûr qu'un jour il y aura un amateur pour acheter leur bien? Vous savez, si vous allez dans certains sites, moi j'ai été voir, et vous voyez les maisons en vente dans le sud de l'Italie, dans les Pouilles, Calabre, Sicile, ou dans certaines régions d'Espagne, il y a des milliers de maisons à vendre qui sont là depuis 2, 3, 4, 5 ans. Donc cette histoire de dire c'est pour pas perdre de l'argent, pour revendre un jour, c'est de nouveau très imaginaire, parce que ça dépend de plein de paramètres. Soit. Donc si quelqu'un se met sur le dos ce genre de crédit avec toutes les contraintes qui vont avec, hein, taxes annuelles, entretien, etc., etc., le fait d'être vissé à un endroit même s'il ne te convient plus, c'est pourquoi? C'est parce qu'il y a l'imaginaire qui fonctionne. Et l'imaginaire, et vous allez voir où je veux en venir, parce que je vais étape par étape. L'imaginaire est un outil qui nous fait faire, je répète, des choses déraisonnables, parfois complètement folles, mais aussi extraordinaires. C'est-à-dire, c'est à cause de l'imaginaire qu'on fait des choses extraordinaires. Parce que sinon, enfin, extraordinaire, ça dépend pour qui, bien sûr, hein. Moi, personnellement, je n'ai jamais été admiratif de quelqu'un qui monte les 8000 mètres d'altitude de l'Everest, qui met un petit drapeau, qui fait une photo et qui se sent avoir réussi sa vie. Mais lui, dans ses références à lui, dans son imaginaire à lui, et dans l'imaginaire des gens qui pensent comme lui, c'est un acte extraordinaire, gratuit, idiot, inutile, mais extraordinaire. Vous comprenez? Donc, euh, l'imaginaire, ça vaut la peine qu'on s'arrête un peu dessus. Parce qu'apparemment, c'est le paramètre qui nous différencie fondamentalement des animaux. Et l'imaginaire, euh, il est, comment je vais dire, il est nécessaire sans l'être. C'est-à-dire, il est nécessaire dans notre nature d'être humain. D'ailleurs, c'est plus ou moins prouvé scientifiquement, mais bon, il faut faire des recherches. Mais quand même, on a remarqué en fait que les gens déprimés, qui ont besoin de drogue, qui ont besoin de ce qu'on appelle d'émotions fortes, vous voyez? Des émotions fortes, donc je sais pas, ils voient des reportages sur des tueurs en série, ils vont dans les parcs d'attractions, ils font des trucs de fous, de nouveau, bon, inutiles, dangereux, mais voilà. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Ce sont des gens qui ont un déficit imaginatif. Et comme ils ont ce manque d'imaginaire, ils doivent le combler par des émotions fortes à travers, je sais pas, le hard rock, euh, comment je vais dire, des choses qui procurent des émotions. La drogue. Donc, ça permet en fait de fournir à l'esprit cette relaxation imaginative qui n'arrivent pas à avoir par eux-mêmes. À l'inverse, tu as des gens dans des espèces de temples bouddhistes ou dans des madrasas soufis ou que sais-je, des gens dans des prisons qui sont... rien ne se passe dans leur vie. Ils ne travaillent pas, ils ne rencontrent personne, ils ne vont pas au cinéma, ils ne prennent pas de drogue. Et pourtant, ils sont dans un état contemplatif. Vous voyez? C'est-à-dire que leur imagination
est tellement puissante que même si tu les mets en prison, en fait, leur esprit voyage, vit des expériences, ils imaginent des choses, etc., etc. C'est l'autre inverse. Alors, pourquoi c'est important et pourquoi j'en parle? On va me dire, ouais, tu philosophes, tu fais de la psychologie de comptoir, etc. C'est possible. Mais pourquoi j'en parle? Parce que je veux vous faire comprendre à quel point c'est important de se rendre compte de ça dans les décisions de vie qu'on prend. Pourquoi? Parce que si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas le fait que certaines personnes qui sont, qui ont réalisé ça comme moi je le réalise, je suis bien sûr pas le seul au monde à dire ça, certaines personnes qui ont réalisé ça et qui sont mal intentionnées, ce que je ne suis pas, vont utiliser votre imaginaire pour vous amener là où ils veulent vous amener. Utiliser comment? La peur, le chantage, les désirs, les fausses promesses, etc., etc. Exemple, bête exemple, hein, ce qu'on appelle les séducteurs, les chanteurs à l'eau de rose. Bon, c'est peut-être pas de votre génération, mais allez voir sur YouTube. Moi, je me rappelle mes grands-parents, des gens de leur âge et tout. Il y avait un chanteur comme ça, mondialement connu. Bon, il est tellement riche qu'il a pris sa retraite. Il a son fils qui chante à sa place. C'est le célèbre Julio Iglesias. Vous voyez? Enfin, lui et les autres, je dis lui parce que c'est un exemple, mais lui et les autres qui lui ressemblent, Jodassin, je ne sais pas tout, moi je ne connais pas tous les noms, mais ce qu'on appelle les chanteurs à l'eau de rose, les chanteurs que beaucoup de femmes par exemple apprécient, etc. En fait, c'est quoi le phénomène? C'est très simple. On a un être humain qui est peut-être détestable, qui est peut-être stupide, qui est peut-être un falsificateur, un imposteur, tout ce que vous voulez, mais qui sait trouver les mélodies et les mots pour rentrer dans votre imaginaire. Alors, il y a ceux qui rentrent dans votre imaginaire pour vous séduire, comme ces chanteurs, etc. Il y a ceux qui rentrent dans votre imaginaire pour vous faire peur. Il y a ceux qui rentrent dans votre imaginaire pour vous mettre dans une réalité qui n'est pas la vôtre. Je pense à toute une série de jeunes, un petit peu bobos ou semi-bourgeois, qui écoutent comme ça du rap pour se sentir un peu comme venant de cité, et ils répètent wesh wesh, machin. C'est-à-dire qu'ils rentrent dans des personnages qui ne sont pas. Je donne un exemple personnel, voilà, parce qu'il faut toujours faire des autocritiques au lieu de montrer les gens du doigt. Quand j'avais 17 ans, je pense, plus ou moins, 17 ans, j'étais tellement imbibé du monde afro-américain, à travers la musique, les films, le basket, enfin tout azimut, toute ma réalité, tout mon imaginaire était afro-américain. Au point qu'à un moment donné, sans que je le réalise, parce que j'étais pris psychiquement, je me suis senti, je me suis pris, je me suis identifié comme étant comme un noir, si vous voulez, comme un afro-américain. Parce que c'était ma réalité imaginaire. Tous mes amis étaient d'origine africaine, toute la musique que j'écoutais était noire américaine, tous les sports que j'aimais étaient noirs américains, et ainsi de suite. Et au final, en fait, mon cerveau est devenu déconnecté de mon corps. Et donc, évidemment, à un moment donné, ça pose problème. Parce qu'on est ce qu'on est et on n'est pas ce qu'on n'est pas. Mais, pourquoi je parle de ça? Pour vous dire à quel point la gestion de votre imaginaire, c'est important. Le contrôle de votre imaginaire, c'est important. Parce que si vous ne faites pas cette démarche, et que vous vous laissez aller au gré du vent, comme ça, vous savez, comme les gens qui s'inscrivent dans des sites de rencontres. C'est un très bon exemple, vous voyez. Vous êtes inscrit sur un site de rencontre, et là, vous recevez des profils. Bon, je ne sais pas trop comment ça se passe, parce que perso, j'ai jamais été inscrit là-dedans, mais j'ai compris le fonctionnement. Et vous trouvez des profils, et vous êtes donc face à des photos, parfois, ou des avatars, ou des noms. Bon. Et puis, vous commencez à discuter avec ces femmes ou ces hommes, et qu'est-ce qui se passe? À la suite, c'est que de l'imaginaire. Entièrement d'imaginaire.
Parce que vous ne savez pas si vous parlez à un homme ou une femme. Ça peut être une femme avec un nom de femme mais qui est un homme. Vous ne savez pas si vous parlez à quelqu'un qui vous montre sa vraie vie. La personne peut vous dire je suis au Portugal, au bord d'une piscine, j'attends que tu me rejoignes. Et en fait, le gars est dans un HLM à Lille, sous le ciel gris, etc., etc. Je ne vais pas aller plus loin, mais vous pouvez imaginer toute la suite. Donc, un être humain sensé, il ne peut pas, il doit, oui, nous avons un imaginaire parce que nous ne sommes pas des animaux, mais il doit bien savoir que son imaginaire, c'est sa propriété. On ne peut pas déléguer notre imaginaire à autrui, à BFM, à CNews, à un président de la République, à nos parents qui ont un autre imaginaire, qui ont une autre réalité, qui ont des autres critères, qui ont des autres rêves, vous voyez. Combien d'histoires j'ai entendues. J'ai fait médecine, j'ai fait ingénieur parce que mon père et ma mère voulaient que... Moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas trop, mais bon, euh, mon père me disait dans la famille, je veux un médecin, je veux un avocat, je veux un ingénieur, etc., etc. Vous vous rendez compte? Vous avez confié des années de votre vie, de votre personne, de votre spécificité, de votre imaginaire, conscient, inconscient, à un être humain qui, lui, a d'autres rêves que vous, qui a un autre imaginaire que vous. Moi je ne rêve absolument pas d'escalader 8000 mètres dans le Népal pour aller en haut de l'Everest et peut-être crever de froid. Ce n'est pas dans mon imaginaire, ce n'est pas dans mon... Mais évidemment, si je commence à m'entourer de gens, et la montagne, et ceci, et regarde un tel, il a fait ça il y a 20 ans, ça devient comme une espèce de situation émulative, où il y a une espèce d'auto-excitation collective, et au final, on devient quelqu'un qu'on n'est pas. Et ça, c'est valable pour nous tous, qu'on soit musulmans, non musulmans. Il faut faire attention de ne pas rentrer dans un imaginaire qui ne nous correspond pas. Alors, dernier point. On va me dire, oui, mais c'est très bien ce que tu dis, c'est très juste ce que tu dis, mais justement, les religions, c'est ça. C'est un prophète autodéclaré qui dit recevoir un message et qui, comment on va dire, et qui demande à ceux qui l'écoutent de rentrer dans son imaginaire et de le suivre. Il ne faut pas croire que je suis idiot et que je n'ai pas pensé à ça. Bien sûr que j'y ai pensé. Bien sûr. Et bien sûr, il faut le dire, même en tant que croyant, puisque je suis musulman, la plupart, la plupart des mouvements religieux, c'est ça. C'est un gourou, Raël, c'est pas toutes les sectes qu'il y a, c'est un gourou qui à un moment donné se dit X, Y, Z, envoyé par X, Y, Z, mandaté par X, Y, Z, qui fédère autour de lui des gens dont il s'approprie l'imaginaire, au point qu'il arrive à les convaincre, je dois coucher avec ta femme, ta fille m'appartient, des trucs comme ça. Enfin, si vous faites des recherches sur les sectes, il y a des trucs complètement incroyables. Ça, j'en ai conscience, et ça, le croyant profond, le croyant sincère, il ne peut pas rejeter cette accusation d'un revers de la main, parce que c'est une réalité. Dans notre monde, comme les chanteurs à l'eau de rose, comme les rappeurs, etc., etc., la majorité des gens sont des escrocs. La majorité des gens sont des imposteurs. C'est une réalité auquel le croyant doit adhérer, doit admettre. Et donc moi, je ne rejette pas d'un revers de la main les accusations des gens qui sont agnostiques ou athées, etc., etc. Je dis simplement, mais ça c'est ma position, position que je n'impose pas, parce que il faut la vivre, il faut la ressentir pour comprendre. Ma position, c'est de dire, je suis devenu musulman, pas parce que des copains maghrébins m'ont entraîné à la mosquée, ou j'ai voulu faire le ramadan avec eux, ou j'ai voulu épouser leur sœur, ou que sais-je. Pas du tout. Dans mon cas, en tout cas, pas du tout. J'ai adhéré à l'islam presque à contre-cœur. Faut le savoir. Presque à contre-cœur. C'est-à-dire que, pour être tout à fait honnête avec vous,
je déplorais l'attitude de beaucoup de Maghrébins autour de moi à l'université, là où j'étudiais. C'était pas fameux, quoi, hein. C'était délinquance, drogue, volonté de coucher avec un maximum de femmes, manque de respect, manque de civilité, manque de politesse, manque d'hygiène parfois, enfin plein de choses. Donc, c'est pas facile à un moment donné quand tu as une comment on dit ça? Quand tu as une présupposition ou une idée préétablie sur un groupe d'individus, d'adhérer à ce qui est un peu leur religion malgré tout. C'est-à-dire, le Coran est en arabe, la plupart des Maghrébins se disent musulmans, après c'est un autre débat, mais, à un moment donné, en sachant tout ce que je viens de dire, l'imaginatif, la manipulation, etc., quand on est face à la vérité, et que plus on lit, et plus notre vie avance, et plus on remarque que c'est la vérité. Je dis bien les sources. Je ne dis pas ce qu'en font les gens. Ce qu'en font les gens, je répète ce que j'ai dit parce que c'est important, la plupart des gens, toute race confondue, toute religion confondue, toute origine confondue, la plupart des gens sont des escrocs, sont des manipulateurs, et sont des gens qui ne sont pas sincères. Ça, il faut le savoir, et tout le monde doit l'admettre. Mais, à un moment donné, quand tu es face à ce que tu ressens être la vérité, si tu es un être sincère, tu es obligé de dire, là, je suis face à quelque chose qui n'est pas de la manipulation, qui n'est pas de l'endoctrinement, qui n'est pas de tribalisme. J'ai affaire à un discours très percutant, surtout en sachant qu'il provient d'un gardien de moutons analphabète qui avait atteint la quarantaine. Alors là, on se pose encore plus de questions, parce qu'on dit là, il y a quelque chose qui tourne pas rond. C'est pas... Et donc, mon discours sur l'imaginaire, il a ses limites. Pourquoi? Parce que la création, elle n'est pas imaginaire. Vous voyez? Le ciel, l'espace, les étoiles, la lune, les montagnes, les fleuves, la mer, les milliers de créatures vivantes. On n'est pas face à quelque chose d'imaginaire, on est face à une réalité. Et cette réalité doit nous amener à nous dire, euh, il y a quelque chose derrière tout ça. Et ce quelque chose attend quelque chose de nous, puisque nous ne sommes pas des animaux, puisque nous avons cet imaginaire. Vous voyez? Et donc, c'est pas incompatible, à un moment donné, d'être ultra lucide, hyper réaliste, hyper pragmatique, mais en même temps, de ne pas avoir l'orgueil que de se dire, malgré toutes ces évidences, je vais classer ça dans le rayon imaginaire. Il y a peut-être un Dieu, mais selon moi, il n'est pas capable de transmettre son message aux hommes, ou des directives, ou une guidance. Il nous regarde en tant que spectateurs, et nous, ben, on est là, on s'entretue, on se vole, et personne n'est responsable de rien. Et comme il n'est pas intervenu, soyons logiques, hein, de nouveau, soyons logiques, écoutez-moi bien, comme il n'est pas intervenu, et comme il ne nous a pas donné de guidance, et comme il ne nous a pas dit le bien du mal, eh bien, on ne peut pas être jugé. Parce que pour être jugé, ça suppose qu'on nous a dit, comme ici, dans le monde des hommes, on nous dit, voilà la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. Et si tu violes la loi, ben, tu as des conséquences. Parce qu'il y a la loi. Et tu dois t'informer sur ce qu'est la loi. Comprenez? Donc si on part du postulat, ce Dieu spectateur qui nous a abandonnés et qui nous donne aucune directive, etc., alors la suite, c'est qu'on doit dire, il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de jugement, hein. On n'a pas dit à tel et tel tueur en série ou à tel et tel pédophile ou autre. On n'a pas dit que c'était pas bien, on n'a pas dit que qu'il y avait des limites. Le gars, il a suivi ses instincts, hein, il a eu une réaction, boum, voilà, c'est pas sa faute. Vous voyez la dangerosité de croire que
un Dieu créateur et spectateur et qui ne nous a pas communiqué des directives? Alors, la suite, c'est quoi? C'est qu'il il peut pas y avoir 10 000 directives, vous voyez? Tu es en Belgique, tu es en France, tu es en Angleterre, tu as un, un code de loi qui s'applique à tous les habitants de ce pays. Mais ici, comme on parle de créateur, on parle d'un code de loi pour toute l'humanité, de manière universelle. On va pas dire à un Guadeloupéen, te saouler la gueule et violer 5 femmes, c'est pas grave, mais pour toi, le français de Picardie, c'est un drame. Vous comprenez? Il y a une ligne de conduite, il y a une vérité, il y a un message qui a été révélé, qui a été transmis sous plusieurs formes, sous plusieurs langues, sous plusieurs angles, mais dont le fond et dont le cœur est le même. Inévitablement. C'est logique. C'est logique. Sinon, c'est la porte ouverte à tous les malentendus. Ah, mais moi, mon messager, il m'a révélé qu'avoir 100 femmes, c'est bien. Ah non, moi, c'est qu'une seule. Ah non, moi, c'est 4. Et c'est la pagaille, vous comprenez? Donc, justement, il ne peut y avoir qu'un message. Et ce message doit être celui qui est le plus logique, le plus réaliste, le plus durable dans le temps et qui a survécu aux années. Vous savez, les plus grands créateurs de sectes, les plus grands gourous, les plus grands manipulateurs ont rarement créé des mouvements très importants, hein. Ça dépasse rarement leur petit microcosmos. Ça ne se développe pas. Vous connaissez beaucoup de gens qui deviennent mormons. Vous connaissez beaucoup de gens qui rejoignent la secte de Raël. Vous connaissez beaucoup de gens qui partent vivre dans le Népal au milieu des bouddhistes et qui mangent du riz et dorment par terre. Non, vous en avez un ou deux à gauche, à droite, et puis c'est tout. C'est pas un mouvement de masse. Donc à un moment donné, il faut aussi voir quel mouvement impose, quel mouvement est en croissance, quel mouvement se développe partout, quel mouvement a des lieux de culte partout. Et se dire, où est la puissance? Parce que dans la puissance, il y a la vérité. C'est de la logique mathématique ce que je raconte. Mais avant ça, il faut comprendre tout le reste, c'est-à-dire les escroqueries, les manipulateurs d'imagination, etc., etc. Voilà, je voulais partager cette réflexion avec vous. J'espère que ça a pu vous être utile. Et c'est donc, oui, tout public parce que je pense que ce genre de questions se les posent tous. Et donc c'est intéressant pour tout le monde. À très bientôt.